Bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints. Je me présente, je suis Bruno Freycinet, je suis le responsable commercial de la société Antidote. Nous allons passer une petite heure à vous présenter un module de classification automatique de contenu textuel. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien l'interface de GoToWebinar, vous avez la possibilité de poser des questions dans le panneau de contrôle et donc je pourrais répondre peut-être principalement, vu que vous êtes nombreux aujourd'hui, en fin de présentation. Vous avez aussi la possibilité de lever la main pour que je puisse vous laisser poser une question orale. De la même manière, je pense que ce sera préférable, vu le nombre que l'on est aujourd'hui, de réserver cela en fin de présentation. Voilà. On pourra échanger de toute manière à l'issue de ce webinar. Vous avez mes coordonnées email qui apparaissent à l'écran, donc vous pouvez les noter et m'écrire par ce biais-là aussi pour poser d'autres questions ou continuer une discussion plus précise sur des cas qui vous intéresseraient après ce webinar. Alors, comme le titre de cette présentation le présente, l'objectif d'un outil de classification automatique de contenu est de valoriser des contenus numériques, de pouvoir mieux les utiliser, et on va regarder ensemble sous quel format. Alors, quels sont les enjeux que l'on essaye d'adresser et pourquoi classer de l'information? Je pense que c'est connu de tout le monde, que le 21e siècle est un siècle où les contenus numériques et l'accès à l'information devient un enjeu clé pour chacun de nous dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Et l'avènement du big data et de toutes les techniques qui permettent d'exploiter au mieux cette masse d'informations rend ce type de composants très utile. Et donc notre technologie et notre composant rentrent très précisément dans la partie analyse sémantique des contenus non structurés dans la catégorie du big data. Alors pourquoi se classer l'information? Plusieurs cas d'application, on va en lister quelques-uns, mais on va pas faire la liste exhaustive parce que d'ores et déjà nous-mêmes en avons identifié un certain nombre avec nos clients et nos projets déjà réalisés, mais d'autres déclinaisons sont tout à fait envisageables et dans différentes industries, dans différents contextes, on peut avoir d'autres enjeux que ceux que je vais lister là à titre d'exemple. Donc pourquoi classer l'information? Un premier exemple, c'est bien entendu de trier ces documents textuels qui se trouvent soit dans une GED, soit dans un intranet, soit dans n'importe quel autre système d'archivage, pour pouvoir enfin retrouver facilement ces documents, puisque beaucoup de gens se plaignent, malgré la mise en place d'outils de stockage de documentaires autres que des simples file systems, d'avoir la problématique de retrouver ces documents ou retrouver de l'information dans des documents une fois que ça a été rangé. Et donc l'outil de classification automatique de contenu permet d'améliorer le classement des documents par rapport à ce qui est dit dans ces documents et de les ranger dans des tiroirs ou de les taguer pour améliorer par la suite le fait qu'on va retrouver ces documents ou qu'on va retrouver de l'information qui se trouve dans ces documents, notamment grâce à des moteurs de recherche. C'est aussi un des métiers d'Antidote de fournir des moteurs de recherche. Alors, le composant de classification dont nous allons parler aujourd'hui permet à la fois de reprendre un stock de documents existants, donc déjà présents dans une GED, dans votre intranet, mais il permet aussi de classer en temps réel les nouveaux documents que vous déversez dans votre intranet ou dans votre GED ou dans votre système d'archivage. Les deux possibilités sont là et on va rentrer dans le détail tout à l'heure.
Deuxième enjeu qui peut être adressé grâce à un système de classification de l'information ou de contenu textuel, c'est l'objectif de personnaliser l'expérience utilisateur. C'est une tendance de fond. Donc le fait de pouvoir en fait recommander ou alerter sur la présence de contenus qui sont sémantiquement pertinents par rapport aux habitudes de lecture ou aux centres d'intérêt des gens. Donc en configurant le classifieur dans ce mode-là, on peut imaginer que si je connais les historiques de consultation de documents d'un groupe d'utilisateurs ou de chaque utilisateur, je vais pouvoir en fait calculer une trace sémantique de chaque utilisateur et sur la base de cette trace sémantique, être capable de recommander ou d'alerter sur le fait que des nouveaux contenus qui ont une trace sémantique proche des habitudes de lecture de chaque utilisateur sont disponibles. Et donc ça permet d'imaginer des applications, des services d'alerte qui permettent de proposer une expérience personnalisée aux utilisateurs d'une application ou d'un service. Troisième cas d'application qui s'applique plus à des gens qui ont comme métier de produire des contenus et de les délivrer à leurs clients sous forme d'un service. Le fait de pouvoir classer finement des contenus par rapport à différents axes sémantiques ou faisant partie d'un abonnement, ne faisant pas partie d'un abonnement, permet déjà aux équipes marketing des gens qui ont ce type de métier d'être beaucoup plus créatifs parce qu'ils vont pouvoir classer et reclasser leurs fonds documentaires selon des axes de segmentation marché. Ça va permettre aussi d'apporter une expérience utilisateur à leurs clients bien plus intéressante que celles qui sont souvent fournies avec des contenus gratuits qui sont de plus en plus présents sur l'Internet, ou de se différencier par rapport à des contenus concurrents ou à des offres concurrents. L'objectif dans ce type de métier, grâce à un outil de classification de contenu, c'est non plus de mettre à disposition seulement des contenus, mais de proposer un service d'accès à l'information présente dans ces contenus. Et donc bien classé, bien rangé pour permettre un accès personnalisé et plus fin à des contenus par rapport à leur sens, fait partie de ces services que tout à chacun attend pour accéder de manière efficace à de l'information et non plus simplement avoir des contenus et chercher par soi-même dedans. La dernière, quatrième grand chapitre dans lequel la classification de l'information peut être très utile, c'est notamment dans tout ce qui est la relation client, avec par exemple le fait de pouvoir aiguiller automatiquement des demandes entrantes, des demandes de support ou des échanges que l'on a avec des clients, donc notamment quand on est dans une activité B2C avec peut-être beaucoup de flux de données entrantes de la part des consommateurs potentiels, d'être capable d'aiguiller en fonction des sujets qui sont traités ou du niveau d'urgence qu'on peut détecter par l'analyse sémantique des messages, et d'aiguiller vers les bonnes personnes qui seront capables de les traiter au mieux dans l'organisation. Et la déclinaison, c'est aussi de pouvoir en fait trier, classer et analyser un ensemble de contenus numériques qui peuvent être soit postés sur les réseaux sociaux, soit tweetés, soit présents dans des emails ou des contributions qui peuvent être faites dans des forums et qui parlent de sujets qui intéressent votre entreprise ou vos produits, afin de détecter les sujets, de les quantifier, de les suivre et de pouvoir réagir de façon ciblée. Donc voilà 4 exemples de cas d'application d'un outil de classification automatique de l'information textuelle. Alors maintenant, on va aborder le deuxième sujet, c'est comment faire cela. Donc Antidote propose un composant de classification qui s'appuie sur les meilleures technologies du machine learning. Alors qu'est-ce que le machine learning? Une définition qui provient de Wikipédia, c'est la faculté qui est donnée à un ordinateur, à une machine, d'apprendre un comportement à partir d'exemples qui lui est fourni. C'est quelque chose qui rentre dans la discipline scientifique d'intelligence artificielle,
L'intelligence artificielle a le vent en poupe là, ces dernières années, on va dire, un petit retour en grâce, notamment parce que les capacités de traitement ont bien augmenté et surtout la matière, à savoir les contenus, ont aussi explosé. Et donc ces deux effets conjoncturels ou peut-être même de fond font qu'aujourd'hui cette discipline d'intelligence artificielle reprend ses lettres de noblesse. Dans ce domaine-là, Antidote a retenu une approche statistique probabiliste qui est en opposition avec beaucoup d'approches déjà en place sur le marché, qui s'appuient beaucoup sur des règles morphosyntaxiques. Et j'aurai l'occasion par la suite de revenir sur l'intérêt d'une approche probabiliste par rapport aux outils et aux briques déjà existantes sur le marché. On apporte quelque chose d'innovant et de nouveau. Alors un schéma pour expliquer dans un premier temps le principe de fonctionnement du machine learning dans le cas de l'application du machine learning pour la classification de documents. Le principe du machine learning, c'est qu'il faut fournir à la machine un exemple ou des exemples, donc ce qu'on appelle un corpus d'entraînement. Il est nécessaire donc de donner à la machine une liste de tous les tiroirs de rangement ou les tags que je veux pouvoir associer à mes documents. Et de fournir des documents exemples pour chacun des tags afin que l'algorithme, grâce à un traitement statistique, puisse calculer ce que l'on appelle une base d'apprentissage. Donc la base d'apprentissage, c'est pour chaque tag, chaque métadonnée, chaque concept de rangement de documentaire, je veux avoir une trace sémantique. Et donc cette trace sémantique, elle est calculée par l'algorithme d'Antidote en mixant les traces sémantiques de tous les documents que j'ai dit étant représentatifs de ce sujet-là. Une fois que j'ai obtenu cette base d'apprentissage, eh bien je peux présenter à un web service du module de classification des documents textuels vierges ou éventuellement comportant des tags déjà mis pour que le système me confirme si le tag que j'avais mis lui paraît judicieux et éventuellement me propose d'autres métadonnées à associer à ce document par rapport à la base d'apprentissage qu'il a constituée. Alors l'intérêt du fonctionnement sur base probabiliste, c'est que les temps de traitement, même si je suis en train de manipuler des millions de documents qui font eux-mêmes des centaines de pages, les temps de traitement sont de l'ordre de la minute. Alors qu'avec des briques morphosyntaxiques, on est plutôt sur des semaines de temps de traitement. Donc un intérêt est bien entendu qu'on va pouvoir faire ce calcul plusieurs fois et on va voir que c'est intéressant de le faire dans le cadre du machine learning puisque le but du jeu c'est d'améliorer l'entraînement et le corpus d'entraînement qu'on fournit à l'algorithme. Et le deuxième intérêt de l'approche statistique, c'est que le temps de traitement d'un document, le temps d'analyse sémantique de ce document, eh bien les temps de réponse c'est de l'ordre de la milliseconde, même si ce document fait plusieurs dizaines ou centaines de pages, ce qui a deux intérêts. Le premier, c'est que si j'ai des gros volumes de stock d'archives ou de documents dans ma GED à reprendre, et bien vu que j'ai des temps de traitement très courts, je vais pouvoir le faire assez rapidement. Et le deuxième intérêt, c'est qu'à partir du moment où je suis capable de répondre en quelques millisecondes, on peut imaginer intégrer ce web service de classification au sein d'un workflow documentaire avec une modération humaine qui vient valider ou invalider les métadonnées qui ont été suggérées par le système de classification. Donc en résumé, les atouts de l'approche statistique probabiliste que l'on a du machine learning, le premier atout, c'est que ce sont des systèmes rapides à implémenter, puisqu'en fait il suffit de donner des exemples de documents associés à chacun des tags, ce qui est beaucoup plus rapide à faire que de devoir décrire du vocabulaire, de devoir décrire des règles syntaxiques et grammaticales, et de devoir les gérer les unes par rapport aux autres quand elles se contredisent parfois. Et en plus, pour faire ce genre de choses, je n'ai pas besoin d'être linguiste, il suffit que je connaisse le domaine fonctionnel et la nature des documents que je manipule et de les associer à un tag. Donc c'est bien plus rapide à implémenter. Le deuxième enjeu, c'est que ça fonctionne dans toutes les langues.
Bien entendu, il faut que je constitue un corpus d'entraînement dans chacune des langues pour lesquelles je veux avoir un classifieur, mais ça fonctionne dans toutes les langues et je n'ai pas besoin de décrire ce vocabulaire, ces règles grammaticales comme c'est le cas avec des briques morphosyntaxiques dans chacune des langues que je veux pouvoir analyser. Le troisième atout, c'est que le système de classification donne à la fois des suggestions de tags à associer au texte après l'analyse sémantique qu'il en a fait, mais il donne aussi une mesure de la précision de la qualité de ce tag. C'est-à-dire qu'il est capable de vous dire, je pense que ce texte parle de ce sujet-là, et j'en suis sûr à X%, entre 0 et 100%. Ce qui est un aspect très important parce que ça permet notamment si je plug ce système de classification au sein d'un workflow documentaire où il y a une validation ou invalidation humaine, de donner un degré de confiance, d'indiquer le degré de confiance à l'opérateur pour savoir peut-être qu'il se concentre sur ceux sur lesquels le degré de confiance est le plus faible. Et puis le quatrième atout, c'est qu'en fait c'est peu coûteux à maintenir. Il suffit en fait de faire vivre le système, c'est-à-dire d'invalider ou de valider des tags qui sont positionnés pour que le système de classification s'améliore peu à peu en fonction de ce que je lui dis comme étant pertinent ou moins pertinent. Je n'ai pas à gérer, rajouter des nouveaux vocabulaires quand des nouveaux concepts apparaissent dans la langue. Si je suis dans un domaine très précis, par exemple je manipule des documents dans le milieu bancaire, s'il y a des nouvelles normes qui apparaissent, s'il y a des nouveaux vocabulaires qui apparaissent avec des nouvelles règles, je n'ai pas besoin d'aller les rajouter en termes de règles grammaticales, j'ai juste à mettre des documents, nouveaux documents dans l'atelier d'entraînement qui contiennent ces nouveautés, et peu à peu le classifieur va apprendre à reconnaître la sémantique de ces nouveaux documents. Et puis le dernier atout, je l'ai déjà dit lors du slide précédent, c'est que ça donne des temps de réponse instantanés, donc ce qui est très très différenciant par rapport aux briques qui sont déjà présentes sur le marché. Alors, comment fonctionne le composant Antidote Content Classifier? Il y a une petite animation là qui est faite. Alors, je sais que sur un GoToWebinar, l'animation est bien moins fluide que sur mon écran, donc je la laisse dérouler un petit peu. Le principe, vous allez le comprendre, et puis il est détaillé dans les slides suivants. La première étape, qui est optionnelle, et je vais vous expliquer pourquoi elle est optionnelle, c'est de constituer un corpus d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'un corpus d'apprentissage? C'est une liste de tags, une liste de tiroirs dans lesquels je veux ranger mes documents. Et ces tiroirs ou ces tags peuvent être non organisés, donc les uns posés à côté des autres, ou ils peuvent être hiérarchiques. Ils peuvent être hiérarchiques. Alors, c'est une première question, j'y répondrai après. Ils peuvent être hiérarchiques tout simplement parce que l'information, vous pouvez avoir un tiroir, et puis après vous pouvez décider de scinder un tiroir en 2 sous-tiroirs pour présenter, pour affiner le plan de classement. Et donc, la première étape, ça consiste en choisir des documents représentatifs pour chacun des tags afin de constituer le corpus d'apprentissage. Alors pourquoi cette étape est optionnelle? Parce que bien souvent, vous pouvez déjà avoir dans votre GED des tags qui ont déjà été positionnés sur des documents, et donc vous pouvez déjà pré-initialiser le classifieur à partir d'un travail qui aurait déjà été fait. Vous pouvez l'enrichir, l'améliorer, mais on peut aussi récupérer et donner en entrée au classifieur un corpus déjà pré-tagué à partir du moment où on considère que ce tagage a un sens par rapport à mon objectif métier et est de bonne qualité. Alors, la question qui m'a été posée, peut-on avoir un exemple de temps de classification, par exemple, pour 100 000 documents Word d'environ 50 pages? Donc il y a 2 temps dont il faut parler. Il y a un premier temps qui est calculer la base d'entraînement
pour avoir le classifieur prêt à être utilisé. Et donc ça, c'est de 100 000 documents pour environ 50 pages, ça va être 7-8 minutes de calcul, quelque chose comme de cet ordre d'idée-là. Et après, quand je présente un document de 50 pages qui ne fait pas partie des 100 000 documents qui ont été utilisés pour entraîner, 100 000 documents pour entraîner, c'est beaucoup, hein. Normalement, on a besoin de moins que ça. Quand je présente un nouveau document, ben, le temps d'analyse, lui, va être de quelques millisecondes. Je vous montrerai des exemples par la suite dans le webinaire. Pardon, j'ai fait une fausse manipulation. Alors, l'étape 1, à quoi elle ressemble? Donc, dans le classifieur est inclus un moteur de recherche. Donc, en fait, vous allez déverser dans le classifieur l'ensemble des documents que vous êtes susceptibles d'utiliser pour constituer votre corpus d'apprentissage. Donc, on peut mettre dedans à la fois les documents que vous voulez utiliser pour le corpus d'apprentissage et ceux que vous n'utiliserez pas, mais qui devront être classés par la suite. Et dans cet ensemble, en fait, on met à disposition un moteur de recherche qui va vous permettre de rechercher en tapant des mots-clés, un peu comme on le fait tout à chacun sur Google, sur Internet, de trouver des documents qui sont susceptibles d'être rangés dans les différentes catégories de mon plan de classement. Donc là, dans cet exemple, afin que ça reste facile à expliquer, on a gardé un plan de classement avec trois tiroirs de rangement. C'est un exemple qui est tiré d'un de nos clients utilisateurs, qui est le Cage, qui est au Québec et qui manipule des documents juridiques. Et comme je l'expliquerai un petit peu après, l'objectif pour eux était de classer des documents par rapport à des domaines de droit. Donc là, on en a retenu 3 dans cette copie d'écran. Le droit de la famille, le droit en termes de procédure pénale ou le droit du travail et de l'emploi. Donc le but du jeu, c'est de retrouver, en tapant des mots-clés, des documents qui sont susceptibles d'être rangés après analyse dans une de ces catégories. Donc là, en l'occurrence, je dis que ce document qui parle de protection de la jeunesse va rentrer dans le domaine du droit de la famille. Je viens rajouter la catégorie famille et je tag ce document comme étant associé au domaine de la famille. Voilà, et je vais faire ça X fois pour chacun de mes tags et pour chacune de mes familles. Chacun de mes tags, je vais aller rechercher des documents qui sont susceptibles d'être représentatifs de la trace sémantique de ce tag. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à l'étape 2 qui est une étape purement informatique. Donc là on l'a représenté sous forme d'un schéma. C'est lancer le traitement de calcul à la base d'apprentissage, lancer le traitement de machine learning afin d'obtenir la base d'apprentissage, mais aussi et surtout quelque chose qui va nous servir à l'étape 3, c'est de mesurer le niveau de qualité de la base d'apprentissage que j'obtiens. Donc là c'est une copie d'écran du back-office du classifieur où vous retrouvez une liste des tags. Donc là j'en ai 4 qui sont affichés, 5 qui sont affichés à l'écran, dont un qui est déplié. Donc là le premier, donc c'est un exemple, une copie d'écran qui porte sur des contenus de la Haute Autorité de Santé, donc des contenus médicaux qui sont classés par rapport à un plan de classement. Donc là le premier tag c'est les troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte, pour lequel le classifieur, on lui a fourni 10 documents exemples. Lors de cette copie d'écran, on était déjà à 10 documents exemples, et il m'indiquait qu'il avait déjà atteint un niveau de qualité de 97%, donc ce qui est très très bon, hein, puisqu'à partir de 75% de qualité, on considère qu'on a atteint un niveau de classement équivalent à ce que serait capable de faire un être humain qui lirait le document et qui le ventilerait à la main par rapport au plan de classement. Donc 97%, c'est un très très bon niveau de qualité. Et puis donc dans le back-office, vous pouvez voir pour chacun des tags en fait quel est le niveau de qualité que vous avez atteint avec le corpus d'entraînement que vous avez mis pour chacun des tags. Donc là, sur le deuxième tag qui est information médicale et visite médicale, j'ai un niveau de qualité de 93% et pour ça je lui ai fourni 12 exemples de documents. Pour le troisième, schizophrénie et autres troubles délirants, je lui ai fourni 9 documents et il a atteint un niveau de qualité de 91%.
Un peu plus bas dans la liste, que je peux trier bien entendu, je vous montre l'exemple d'un autre tag qui s'appelle trouble addictif et pour lequel j'ai un niveau de qualité qui est plus faible, 58%, donc on voit qu'il y a une couleur qui permet de catégoriser le niveau de qualité et qui me permettra de compléter en donnant d'autres exemples. Donc pour les troubles addictifs, je lui ai donné 9 documents exemples que je retrouve ici. Et l'intérêt quand je déplie en cliquant sur une ligne, c'est qu'il me donne plus d'informations. Il me donne notamment quels sont les mots les plus représentatifs de la notion de trouble addictif trouvés dans les documents que je lui ai dit comme étant représentatifs de trouble addictif. L'intérêt d'avoir ces top words, c'est notamment de pouvoir les prendre et aller les rechercher dans le moteur de recherche que je vous montrais juste avant, pour trouver d'autres documents qui contiennent ces mots-clés de troubles addictifs, afin de trouver d'autres documents qui sont susceptibles de venir compléter les 9 premiers que je lui ai dit étant représentatifs des troubles addictifs. Donc c'est un outil qui permet à la fois de mesurer la qualité de ce qui a déjà été calculé, et qui permet aussi de vous guider dans comment trouver rapidement des documents qui sont susceptibles de rentrer dans cette catégorie pour améliorer la qualité lors du prochain entraînement. Puisque, bien entendu, l'étape d'après, l'étape 4, c'est itérer pour améliorer la qualité. Donc j'ai une base d'apprentissage avec certains tags qui ont un très bon niveau de qualité, je les ai représentés sur le schéma en vert, et puis j'en ai de moins bonne qualité jusqu'à très basse qualité rouge, pour lequel je n'ai pas donné assez de documents exemples, et donc je vais devoir travailler sur ces tags notamment. Et donc travailler, c'est revenir dans l'atelier d'entraînement que je vous ai montré tout à l'heure, rechercher des nouveaux documents qui sont susceptibles de venir affiner la trace sémantique de chaque tag jusqu'à obtenir une base d'apprentissage où la majorité de mes tags sont verts et donc utilisables. Et comme on l'a signalé tout à l'heure, le fait que ce calcul se fasse très rapidement en quelques minutes, ça me permet d'itérer de nombreuses fois jusqu'à atteindre un niveau de qualité acceptable pour obtenir un classifieur qui soit capable de classifier l'ensemble de mes documents sur l'ensemble de mes tags. Et dans le back-office, vous avez aussi des rapports qui vous montrent, donc là j'ai différents runs d'entraînement. À chaque fois que j'entraîne, on garde une trace de quel est le niveau de qualité. Alors là c'est un résumé, donc le niveau de qualité moyen de tous mes tags. Je suis parti, lors de mes premières itérations, j'étais à 40% de niveau moyen de qualité, puis petit à petit, à force de rajouter des documents exemples pour chacun des tags, j'améliore le niveau de qualité global, et bien entendu si je clique j'ai le détail du niveau de qualité tag par tag pour chaque entraînement. Donc ce qui me permet de savoir si lorsque je rajoute des documents pour un tag, j'améliore le niveau de qualité ou si je le dégrade, puisque c'est aussi possible de le dégrader, puisqu'en fait un niveau de qualité c'est quelque chose qui mesure le fait qu'il reste des ambiguïtés entre différents tags. Le classifieur, son objectif c'est de vous dire dans quel tiroir, alors pas forcément un seul, un document peut être classé dans plusieurs tiroirs, et le classifieur va vous dire dans quel tiroir il est susceptible de les ranger, ou quel tag est susceptible d'être associé à chaque contenu. Et on peut imaginer que en rajoutant des documents sur un tag ou dans un tiroir, on modifie la trace sémantique de ce tiroir et qu'il se rapproche d'un autre tiroir du plan de classement, et donc qui réintroduise une certaine ambiguïté. Donc le fait de pouvoir monitorer la qualité dans le temps et son évolution, l'évolution de la qualité dans le temps est un critère très très important, et les retours de nos clients nous disent que ça leur permet de converger bien plus rapidement vers un système de qualité. Alors, il y a eu d'autres questions qui m'ont été posées. Quelle est la fréquence de mise à jour du modèle lorsque de nouvelles classifications sont faites manuellement? Toujours 7-8 minutes. Alors, oui, le temps de classement, si on reste sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure en disant 100 000 documents qui feraient partie du corpus d'entraînement, combien de temps ça mettrait pour recalculer une trace sémantique de l'ensemble des tags? 7-8 minutes. 100 000 documents, alors ça dépend. Le ratio, c'est il faut travailler sur à peu près 1% du corpus et laisser le système travailler sur les 99 autres %.
Donc 100 000 documents dans le corpus d'entraînement, ça voudrait dire que je dois classer des dizaines, voire des centaines de millions de documents, donc ce qui est un cas très important. Mais oui, effectivement, l'itération pour que le modèle statistique sémantique du classifieur soit mis à jour, c'est le recalcul de la base d'apprentissage. Et donc ça prend quelques minutes. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que vu que c'est un modèle statistique, le fait que je vais venir rajouter ou modifier des suggestions qui sont faites, ça va faire bouger petit à petit la trace sémantique du tag ou du tiroir de rangement, et ça ne va pas avoir un impact immédiat, puisque en fait c'est une moyenne de toutes les traces sémantiques de tous les documents que j'ai mis dans le tiroir. Donc si je me trompe en disant tu n'aurais pas dû le ranger dans ce tiroir alors qu'effectivement il aurait dû être rangé dans ce tiroir, ça ne va pas non plus faire que le système ne marche plus du tout. C'est pas aussi binaire qu'un système morphosyntaxique où je mets une règle grammaticale, si elle s'applique c'est oui ou c'est non. Là c'est un système qui est bien plus fin et bien plus permissif en termes de mode de fonctionnement. Deuxième question, l'analyseur automatique de texte a-t-il la faculté de repérer que c'est la proximité de deux mots qui est porteuse de sens et non pas seulement leur présence? Alors, l'analyseur, en fait, il fonctionne, c'est un calcul mathématique vectoriel multidimensionnel que je ne saurais pas vraiment vous expliquer personnellement. Il prend en compte beaucoup de paramètres, la présence des mots, l'espacement des mots entre eux, où se trouvent ces mots par rapport à d'autres mots dans le texte, et le fait qu'ils se trouvent à ces endroits-là. Donc il y a beaucoup de paramètres qui viennent influencer et permettre de calculer une trace sémantique. Donc cette question, elle est plutôt orientée par rapport à un vécu, je pense, de briques d'analyse morphosyntaxique, et elle ne s'applique pas vraiment dans le cadre d'un traitement probabilistique et statistique. Comment l'indexation se fait si on a des centaines de tags sémantiques proches? Alors, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus les tags ou les tiroirs de rangement vont être proches sémantiquement les uns des autres, et plus le système va vous dire que le niveau de qualité atteint n'est pas forcément optimal, parce qu'il reste de l'ambiguïté sémantique entre plusieurs tags. Donc plus vous aurez de tags, plus il y a de chances qu'effectivement il y ait une proximité sémantique entre les tags. Et donc ça nécessitera de donner d'autres exemples pour permettre au système de mieux différencier les deux tags. Alors à titre d'exemple, je le dirai après, mais on a travaillé avec l'AFP qui utilise notre système pour classer de la news. Ils ont un plan de classement avec plus de 2000 tags, qui est le classement de l'IPTC. Donc ils ont réussi à converger. Puis on a un autre exemple que je citerai après, le CAIDJ, où ils ont classé près de 2 millions de documents sur plus de 600 tags sémantiques hiérarchiques. Et là aussi, ils ont réussi à converger très rapidement. Alors, dernière question, est-ce qu'Antidote propose des nouveaux tags? Alors, dans le système de classification, non, mais on a d'autres algorithmes que je ne vais pas avoir le temps de présenter aujourd'hui, mais qui sont susceptibles de vous proposer des tags qui peuvent être inclus dans le plan de classement s'ils sont jugés judicieux par vous-même. Je continue la présentation. La dernière étape, une fois que j'ai convergé, c'est d'intégrer le classifieur dans vos applications. Donc là, on a mis une copie d'écran qui est un outil de démonstration que l'on a mis en ligne et dont je pourrais vous envoyer le lien URL pour que vous puissiez le tester par vous-même. Donc c'est le classifieur notamment qu'on a fait entraîner par les gens de l'AFP et qui classe donc de la news sur le plan de classement dit IPTC, qui est la norme de classement de l'information au niveau mondial. Donc là, la copie d'écran montre un article que j'ai pris dans Google News, je vous le montrerai peut-être en live après, concernant l'après COP21 qui a eu lieu à Paris, avec donc un article qui dit que la société civile doit faire respecter les 2 degrés d'augmentation maximale,
plus de 3000, enfin je vous laisse lire le contenu et vous trouvez sur la droite les tags qui ont été suggérés par l'analyse du contenu avec le niveau de certitude de ce tag entre parenthèses. Voilà, donc on voit que c'est un plan de classement qui est hiérarchique, hein, puisque dans environnement, il a après complété en disant que il y a la sous-catégorie changement climatique qui lui paraît bien cohérente par rapport à ce type de contenu, et puis la notion de ressources naturelles et dans la ressource naturelle, la notion d'énergie qui correspond. Voilà, alors si je vais prendre quelques minutes pour basculer justement vers ce démonstrateur. Alors il y a une nouvelle question qui est arrivée. Comment ça se passe pour les bases de données documentaires contenant plusieurs langues? Eh bien, il convient d'entraîner dans chacune des langues que vous souhaitez pouvoir analyser sémantiquement. Donc si j'ai une GED avec des documents en français et en anglais, ce qui est bien souvent le cas en France, eh bien il faut que je puisse faire mon plan de classement en français, et puis mettre des documents en français, et puis des documents... Alors, je peux aussi, dans ce cas de figure, mettre des documents en français et en anglais associés à un tag en français, puisque en France, le cas de figure, c'est que la plupart des gens parlent à la fois français et anglais, même si on est moins fort en anglais que d'autres pays. Et donc on peut imaginer d'associer des documents anglais à un tag français, et le système sera capable de tenir compte du champ sémantique du document en anglais et de l'associer aussi au tag. Donc là, on a tous les outils qui permettent de détecter la langue et de pouvoir ajuster ça. Donc soit deux choix, soit je fais un classifieur par langue, soit je peux mixer dans un seul et même classifieur deux langues que je rattache à un même tag qui peut avoir un libellé en français et en anglais. Alors, je vais basculer vers un exemple. Donc ici, vous vous retrouvez dans l'étape 1 que j'ai présentée tout à l'heure. C'est un classifieur qui porte sur les contenus de la Haute Autorité de Santé, dans lequel donc on a mis un certain nombre de tags. Donc là, ils sont hiérarchiques, donc on les retrouve ici. Et donc l'objectif, c'est de trouver des documents que je vais associer à mes tags pour constituer le corpus d'entraînement. Donc là, le travail a déjà commencé. On voit qu'il y a certains tags qui ont déjà été positionnés sur certains documents. Et donc je peux accéder par ce lien ici au rapport d'entraînement que je vous ai montré tout à l'heure, où je retrouve, donc là en l'occurrence, on a fait 5 runs d'apprentissage pour améliorer le corpus d'entraînement. Si je regarde le dernier, je retrouve l'ensemble des tags de mon plan de classement. Donc là, il y en a plus d'une centaine hein, dans cet exemple, avec pour chaque tag un niveau de qualité que je retrouve avec des couleurs. Donc je peux trier pour voir les tags un par un. Je vois ici le nombre de documents que j'ai déjà associés à ce tag. Et donc là, on voit effectivement qu'avec 10 documents, j'ai atteint 89% de qualité sur le cancer de l'appareil respiratoire. Et si je clique dessus, eh bien, je découvre les mots-clés les plus représentatifs du cancer de l'appareil respiratoire sur la base des 10 documents que je lui ai fournis à titre d'exemple. C'est amiante, exposition, aéro, etc. Donc là, par exemple, je peux double-cliquer sur amiante, retourner ici et dire je cherche tous les documents qui parlent d'amiante. Et j'en trouve 4, et donc je suis susceptible de lire chacun des 4 documents, par exemple celui-ci, hop. Si je suis spécialiste de la chose, je vais lire le document, vérifier si il est logique que je l'associe à l'amiante, pardon, pas à l'amiante, mais au tag cancer de l'appareil respiratoire. Et donc si c'est le cas, je vais l'associer simplement en tapant le tag ici et en le rajoutant. Voilà. Et le fait de faire ça au kilomètre sur plein de documents et plein de tags, petit à petit, ça me permet de, une fois que j'ai suffisamment travaillé, de relancer un nouvel entraînement
ce qui me permettra de retrouver dans cet écran non plus, dans ce rapport non plus 5 lignes, mais une 6e ligne qui correspondra à mon 6e entraînement, et je pourrai comparer globalement des entraînements les uns par rapport aux autres pour voir si j'ai amélioré la qualité ou pas, et je peux le voir donc de manière globale, ou je peux le voir tag par tag, pour savoir, là par exemple, entre mon premier entraînement et mon 5e entraînement, sur le tag trouble de l'hémostase et de la coagulation, j'ai amélioré la qualité de 16% jusqu'à 48%. Avec 3 documents au départ et 3 documents à l'arrivée, ça veut dire qu'il y a certains documents que j'ai dû enlever et en mettre d'autres à la place. Et le fait d'avoir choisi ça me permet d'avoir une meilleure qualité. Voilà, donc ici j'ai un outil de monitoring qui permet de guider mon travail pour améliorer la qualité du corpus d'entraînement, et si j'améliore la qualité du corpus d'entraînement, je vais améliorer la qualité des tags qui me seront proposés. Alors comment ça fonctionne? Proposer un tag, je vais vous montrer un autre exemple. Donc on a un démonstrateur ici qui est celui dont j'ai parlé tout à l'heure sur les contenus de type média. Dans lequel je peux, donc là c'est un démonstrateur, donc on a symbolisé un formulaire de saisie, où je suis allé copier-coller un article que j'ai pris sur Google News. Donc c'est un article qui date de ce matin, qui date, voilà, voiture de police incendiée, une 5e personne a été placée en garde à vue après l'attaque de mercredi à Paris dans une voiture de police, etc. Donc vous devez être au courant de cette actualité-là. Et donc si je lui demande d'analyser ceci, que j'ai copié-collé dans mon formulaire, eh bien il va me dire, selon lui, quels sont les tags que je suis susceptible d'associer à ce texte. Donc selon le plan de classement de l'IPTC, il serait judicieux de rentrer ça dans criminalité, droit et justice, mais aussi dans conflit, guerre et paix, et dans conflit, guerre et paix, trouble civil, et dans trouble civil, manifestation. Et puis dans criminalité, droit et justice, dans force de l'ordre et force de l'ordre, police. Voilà, donc voilà l'ensemble des tags qu'il me suggère de poser sur ce contenu. Donc là, si on imagine que ce web service a été intégré dans un workflow documentaire, on peut imaginer que la personne ait autorité à dire non, ça ne parle pas de la police. Bon, là, en l'occurrence, ça parle de la police, mais si quelque chose ne lui paraissait pas judicieux, il pourrait le décocher. Et si quelque chose a été oublié, comme par exemple loi travail, donc ça concerne la société aussi. Donc je peux aller rajouter un tag manuellement en disant ça c'est aussi société, et donc ça va améliorer la classification par la suite, le fait que j'ai associé au tag société ce texte-là, alors que lui ne l'avait pas fait, peut-être parce que la trace sémantique de société était trop éloignée de ce tag-là. Alors il y a des questions. Comment ça se passe pour les... Alors ça, j'ai déjà répondu. Comment définissez-vous la qualité de la classification? Alors, le principe, c'est que lorsque vous avez un corpus d'entraînement, en fait, vous le coupez en 5. Ça fait 5 morceaux, et vous réentraînez avec 4 morceaux seulement, et le 5e morceau, vous le gardez comme échantillon de test. Comme vous connaissez les réponses, en fait, vous comparez les réponses qui ont été posées manuellement sur la partie que vous n'avez pas utilisée pour l'entraînement, et vous la comparez à ce qui est suggéré par le classifieur entraîné sur les 4 morceaux restants. Vous faites ça une fois, puis après vous changez de morceau, vous faites ça avec le 2e morceau, puis avec le 3e morceau, puis avec le 4e morceau, et vous mesurez la qualité à chaque fois, et l'indicateur de qualité qu'on présente ici, c'est la moyenne harmonique des niveaux de qualité atteints avec les 5 petits morceaux que j'ai comparés à l'entraînement sur les 4 restants. Donc c'est un mécanisme qui marche bien et qui permet vraiment d'avoir un indicateur fiable et qui permet vraiment de savoir si je peux faire confiance à ça ou s'il faut que je continue à entraîner. Donc
un outil de machine learning qui serait boîte noire avec je ne sais pas trop où est-ce qu'il faut que je travaille, bien, ça serait la moitié du travail de fait seulement parce que ça ne vous permettrait pas de savoir où concentrer votre travail et de converger très vite sur un très bon niveau de qualité. Alors au passage, puisque je suis sur le thème de la qualité, vous voyez que la qualité en fait c'est un chiffre mais qui provient de deux chiffres, c'est la moyenne harmonique de ces deux chiffres, c'est la précision et le rappel. Alors la précision c'est est-ce que j'ai bien trouvé tous les tiroirs qui devaient être associés à ce texte. Et le deuxième, c'est le recall, c'est est-ce que je n'ai pas oublié des tiroirs que j'aurais dû suggérer, mais que je n'ai pas suggéré. Donc c'est bien ces deux indicateurs qu'on mesure parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui éliminent tous ceux sur lesquels il y a un doute pour avoir un très bon taux de précision, mais ils ont un taux de recall très faible. Parce que pour ne pas prendre le risque de dégrader la précision, eh bien, ils en oublient plein pour être sûr de ne pas se tromper. Donc là, l'intérêt, c'est que le système de classification mesure bien les deux et vous donne bien une mesure des deux. Donc là, j'ai 100% de précision sur ce tag, c'est-à-dire qu'il présente bien tous les tiroirs, mais il y en a certains qui auraient pu être présentés et qui ne l'ont pas été. Et donc, je peux encore améliorer la qualité de ce tag-là. Question suivante. Quels formats de documents sont pris en compte? Alors, c'est du document textuel, donc le format d'entrée par défaut du classifieur, c'est un flux XML. Dans ce flux XML, je peux mettre le texte lui-même. On peut imaginer avoir une structuration du document. Et donc, on peut dire avec quoi on entraîne. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'entraîner sur tout le document. Si le document est structuré, on peut prendre que des parties du document. Et on peut aussi mettre dans ce flux XML des liens vers des pièces jointes, donc que ce soit du Word, du PDF ou du Excel, ou enfin n'importe quel type de document. On peut accéder à son contenu. Après, l'important, bien entendu, dans un outil de machine learning, c'est de s'assurer que le corpus d'entraînement utilisé pour entraîner est similaire à la nature des documents qui vont être après devoir être classés. Question suivante. A-t-on un preview des documents en web possible? Pour quel format? Oui, alors donc comme je vous l'ai montré là dans l'atelier de classification, vous avez un preview qui vous permet de voir la source, de la lire rapidement. Donc là, vous voyez le texte qui a été utilisé qui est susceptible d'être utilisé pour entraîner. Et donc ça marche dans toutes les natures de documents, puisque comme je l'ai indiqué, en fait, en amont du classifieur, on a un outil qui permet de transformer des documents qui ne seraient pas textuels en texte. Donc, si c'est un PDF, d'aller prendre le texte qui est dans le PDF, si c'est du Word, d'aller prendre le texte qui est dans le Word, et ainsi de suite. Si vous avez des documents qui sont scannés, donc qui sont des formats images, il faut en amont faire une passe de système OCR, Optical Recognition, pour transformer l'image en texte, et une fois que le texte est présent, eh bien, le classifieur peut travailler dessus. Donc bien entendu, la qualité de la transcription OCR va influencer forcément la qualité du classifieur, mais là encore, vu que le classifieur, c'est un traitement probabilistique statistique, même s'il manque une lettre parce qu'elle a été loupée par le système d'OCR, eh bien globalement, ça va quand même fonctionner. Question suivante, ce que vous appelez organisation ou lieu ou personne, ce sont des tags ou bien des entités nommées? Alors oui, vous avez noté effectivement, dans notre démonstrateur, on a aussi ici en dessous de la classification des choses qui sont remontées de type organisation, personne, lieu. Et donc là, c'est du text mining, c'est des extractions d'entités qui fonctionnent sur base de machine learning, mais c'est un autre composant, donc là qui réagit aussi dans notre démonstrateur. C'est un autre composant dont je ne pourrais pas parler aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais sachez donc on a un composant de classification automatique
à base de machine learning et qu'on a un composant qui permet de faire de l'extraction de concepts sur le même type de technologie de machine learning. Où là, pareil, j'ai pas besoin de sortir des listes de références ou des règles. En fait, en lui donnant des exemples, il va être capable de reconnaître après des personnes, des lieux, des organisations. Donc ça, c'est des choses qui sont sur étagère, mais après, on peut imaginer enrichir en apprenant au système à détecter d'autres types de concepts, tels que dans le monde médical, ça pourrait être des maladies, des molécules, des symptômes, voilà, ce genre de choses. On peut entraîner le système pour qu'il détecte ce type de concept aussi. Question suivante. Excuse-moi de poser plusieurs questions, il n'y a pas de souci. Quelle est la technique probabiliste utilisée au-delà du vectoriel multidimensionnel Bayes? Alors là, je ne vais pas pouvoir y répondre personnellement. C'est des choses qui me dépassent. Donc on a un directeur de la R&D chez nous qui préside une petite équipe de chercheurs sur ces sujets-là, et eux seraient capables de rentrer dans le détail de la technique. Moi, je vous avoue que je suis incapable de le faire, donc je vais relayer votre question auprès d'eux et on vous y répondra par la suite. Est-il possible que vous expliquiez l'équation? Alors non, je ne peux pas l'expliquer non plus. Comment peut-on définir la notion de trace sémantique, notamment par rapport à une étiquette tag? S'agit-il d'une thématique par rapport à un groupe d'étiquettes? Cela correspond-il à la notion de fingerprinting? Alors oui, le système, en fait, pour chaque tag, on lui associe des textes et il calcule une moyenne des traces sémantiques de tous les textes pour calculer la trace sémantique du tag. Puis après, lorsque je présente un texte qui a lui-même sa propre trace sémantique, eh bien, on compare l'écart, la distance qu'il y a entre ces deux traces sémantiques, et si elle est assez proche, eh bien, on considère que le texte peut être rattaché au tag, avec un certain niveau de confiance ou un certain niveau de distance entre le tag et le texte. Étant donné que beaucoup de corpus ont été étiquetés morphosyntaxiquement, n'est-il pas possible de les exploiter par des techniques probabilistes? Bien sûr, bien sûr. Quand je disais que l'étape 1 peut être sautée, c'est bien entendu si vous avez déjà fait un travail de classification soit manuelle, soit avec des briques morphosyntaxiques, et que vous considérez que ces associations sont de bonne qualité, on peut bien entendu les prendre en compte pour constituer le corpus d'entraînement et ne pas partir de zéro, et de partir de quelque chose qui peut être en plus mesuré en termes de qualité. Donc bien entendu, on peut marier les deux techniques. L'OCR n'est-il pas fourni par Antidote? Non, non, Antidote est spécialiste de la structuration et de l'analyse sémantique textuelle des moteurs de recherche. Et avec ces sujets-là, on a déjà beaucoup à faire. Il y a des gens très spécialisés dans le domaine de l'OCR qui font ça très bien, et donc sur des projets où il y a besoin des deux technologies, eh bien, généralement nos clients associent les deux technologies pour obtenir le meilleur des deux, mais Antidote ne fait pas d'OCR, non. Et dernière question, est-ce que votre solution de classification peut s'intégrer à d'autres moteurs de recherche que le vôtre? Bien entendu. En fait, le composant de classification, nos composants d'enrichissement, quel qu'il soit, celui-ci ou celui de text mining dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, sont des composants qui vont enrichir vos contenus. Après, ces contenus, ils peuvent être déversés soit dans une base de données, soit être réintégrés dans le système amont qui les avait fournis pour la classification, si tant est qu'il est capable de stocker les métadonnées qu'on a rajoutées. Et après, ils peuvent être utilisés soit dans des applications, soit dans des moteurs de recherche, le nôtre ou un autre, il n'y a aucun souci. En fait, les métadonnées sont associées aux documents et ne sont pas du tout dépendantes des systèmes Antidote. Voilà, alors je vois qu'il reste que quelques minutes. J'avais une petite conclusion sur mon PowerPoint que je vais passer rapidement.
Ah oui, je voulais vous parler très rapidement, vous présenter le cas client CAIDG. Il y a 2 slides sur le sujet. Donc c'est le barreau du Québec et c'est le centre d'accès à l'information juridique. Donc l'objectif pour eux était d'améliorer l'expérience de recherche de leurs clients, avocats, notaires et autres, en permettant de filtrer plus finement parmi les domaines du droit. Donc le contexte du projet, 1 700 000 documents juridiques dans 2 langues, puisque au Québec, ils manipulent à la fois le français et l'anglais. En plus du stock existant, ils en ont 10 000 supplémentaires qui arrivent chaque mois. Et ils veulent pouvoir classer ça sur plus de 600 domaines hiérarchiques potentiels de droit. Donc voilà, ils avaient commencé à le faire dans un premier temps manuellement. Donc ils avaient évalué qu'il fallait passer à peu près 5 minutes par document pour voir de quoi ça parle, se remémorer les 600 tags possibles et les associer. Donc 5 minutes par document pour 2 millions de documents. Ils avaient calculé que ça leur représentait plus de 200 annéums de travail. Donc ils avaient bien entendu décidé de ne pas le faire. Puis après, ils ont commencé avec des briques morphosyntaxiques. Ils n'ont pas abouti. Niveau qualitatif, c'était pas suffisant. Il faut savoir que pour ce client-là, le niveau qualitatif est extrêmement important puisque l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir fournir une facette de filtrage dans leur moteur de recherche, qui n'est pas celui d'Antidote d'ailleurs, pour répondre à la question précédente. Et donc cette facette de filtrage que vous voyez ici sur la gauche, elle se doit d'être d'une qualité irréprochable parce que un avocat qui fait une recherche qui paye pour faire une recherche puisque c'est un service payant, se doit de retrouver tous les documents qui sont susceptibles d'être importants pour l'affaire qu'il a à plaider. Et s'il y en a une qui est rangée dans le mauvais tiroir parce qu'elle a été mal rangée, et qu'il ne la lit pas et que c'est une jurisprudence ou quelque chose qui vient contredire la manière dont il va plaider son affaire et qu'il perd l'affaire, eh bien, je pense que le centre d'accès à l'information juridique n'aura pas rempli son rôle auprès de cet avocat et il ne sera pas content. Donc le niveau qualitatif était quelque chose de vraiment très très important pour eux et donc avec les briques morphosyntaxiques, ils n'avaient pas atteint un niveau de qualité qui les satisfaisait. Avec le classifieur Antidote, ils ont fait 3 mois de projet pour comprendre le principe, préparer leurs documents, et 3 mois d'atelier d'entraînement avec 2 stagiaires qui ont travaillé juin, juillet, août, et qui ont permis, même avec un plan de classement très très large comme 600 domaines hiérarchiques, d'atteindre un niveau de qualité qui leur a permis de mettre en ligne au bout de 6 mois quelque chose qui aurait duré 200 annéums s'ils l'avaient fait à la main. Donc là, le retour de la part du CAIDG est très positif. Donc c'est Madame Sonia Loubier qui nous fait des compliments. Donc je les ai mis sur cette page parce que voilà, le résultat pour eux a été au-delà de leurs espérances. Alors je vois que d'autres questions ont été posées. Est-ce alors ça c'est bien. Combien ça coûte? Alors le modèle économique, c'est une licence qui est qu'on peut acquérir soit en achat de licence, donc je paye une fois le coût de la licence, puis après j'ai un coût de maintenance annuel, soit ça peut être en SaaS, donc on peut fournir on peut se fournir la solution en software as a service, donc c'est sur nos serveurs et vous y accédez à travers des web services. Et le coût de la solution, que ce soit dans un mode ou dans l'autre, dépend de la capacité de traitement que l'on met à disposition, donc à savoir la taille du corpus à classer et le nombre de classifieurs dont j'ai besoin. Donc un classifieur, c'est un plan de classement. Un plan de classement, c'est jusqu'à 500 tags. Si j'ai plus de 500 tags, en fait, j'ai une licence et demie ou 2 licences à acquérir pour ça. Voilà. Et c'est un système qui commence aux alentours de, pour les plus petites capacités, aux alentours de 30 000 € en coût d'achat de licence initiale, ou un peu plus de 1 000 € en coût de location mensuelle. Comment vous différenciez-vous face à la concurrence open source telle que Scikit ou TensorFlow? Alors, les retours qui nous sont faits par nos clients, c'est que en fait le système est très qualitatif, bien plus qualitatif que ce que l'on trouve
sur d'autres types de briques, notamment open source. Et surtout, c'est qu'en fait, on a outillé le principe de machine learning, c'est-à-dire qu'il y a un atelier d'entraînement autour qui permet de constituer cet atelier, ce corpus d'entraînement initial. On a des outils qui permettent de mesurer la qualité, de montrer l'évolution de cette qualité, et c'est en fait tout ça mis autour de la technologie de machine learning qui fait que vous convergez très rapidement vers quelque chose de qualité et que vous atteignez l'objectif métier qui est derrière, hein, puisqu'en fait là, dans cette présentation, même si on a donné quelques exemples, on est resté assez générique en termes de voilà, le machine learning, ça manipule des contenus textuels par rapport à un plan de classement. Dans la réalité des projets, eh bien, il y a une réalité métier derrière, il y a un plan de classement qui a un sens, il y a des documents qui ont un sens, et l'objectif est de servir l'objectif métier et non pas de rester à un niveau purement théorique informatique. Donc par rapport à nos concurrents, en fait, tout l'atelier logiciel que l'on a mis autour de la technologie de machine learning qui peut être proche de celle que vous pouvez trouver dans des outils open source, fait que en fait c'est un produit qui vous permet d'atteindre rapidement un objectif métier qui pourrait sûrement être atteignable aussi avec des briques open source, mais peut-être pas dans les mêmes délais, avec le même type d'effort en termes de temps à y passer. Question suivante, Antidote peut-il classer les documents entre brouillons, versions soignées, doublons, etc. dans les réseaux intranet qui contiennent toutes sortes de fichiers totalement inintéressants? Comment les exclure? Alors là, il faudrait analyser ça de manière plus approfondie. Il faudrait voir si les traces sémantiques des documents type brouillon, version soignée ou doublon, alors les traces sémantiques des doublons, là ça va être très facile de les détecter, mais on a d'autres technologies que la classification qui permet de détecter des doublons. Donc là, en fait, c'est une question qui ne serait pas répondue forcément que avec le classifieur. Je ne l'ai pas dit, mais Antidote, on ne fait pas que le classifieur, on a d'autres algorithmes d'analyse sémantique, et donc en fait c'est peut-être un mixte de nos différents briques d'enrichissement sémantique qui permettrait d'atteindre cet objectif métier qui est décrit là. Voilà, en conclusion, le ROI de l'outil de classification, il provient de trois grandes catégories. C'est un, l'amélioration de la qualité de vos contenus, et de manière intrinsèque et déduite, l'amélioration de la productivité des collaborateurs qui peuvent avoir besoin d'accéder à ces contenus. Donc ça peut être tous des collaborateurs si c'est un usage interne, donc ça peut être des clients si c'est des contenus qui sont commercialisés. Le deuxième axe de retour sur investissement, c'est la maîtrise des coûts éditoriaux pour manipuler ces contenus. Comme on l'a dit en introduction, ben, le big data est là et donc les contenus explosent en termes de nombre. Et bien entendu, c'est de plus en plus difficile de pouvoir gérer tout ça de manière humaine sans des aides, sans démultiplier les coûts et les délais de réalisation. Et donc le classifieur rentre vraiment dans la catégorie des outils qui vous permet de converger très rapidement vers quelque chose de qualité qui serait complètement impossible si ce n'était pas outillé. Voilà, capacité à classer et à reclasser, hein, puisqu'on peut avoir des idées qui arrivent par la suite et on peut reclasser un même corpus sur différents plans de classement. Voilà, et puis ben, les retours qui nous sont faits, c'est les trois plus grands enjeux, c'est que la qualité est là, les temps de traitement sont là et les coûts d'implémentation et de maintenance sont très faibles, donc qui sont trois aspects très importants pour nos clients. Alors je vois qu'il y a une autre question qui a été posée. La présentation PowerPoint est-elle disponible? Oui, on va vous la rendre disponible et on va vous la transmettre aux emails que vous avez mis pour vous enregistrer pour ce webinaire. Voilà, il est 12h06, j'ai un petit peu débordé sur le temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Ce webinaire a été enregistré, donc on va aussi mettre un lien vers la vidéo d'enregistrement et vous pourrez la partager avec des collègues si vous le souhaitez et si vous avez des cas d'application du classifieur dans vos organisations, ce qui est
très souvent le cas. N'hésitez pas à revenir vers nous et on sera très heureux d'étudier avec vous comment mettre tout ça en place. Merci à tous, à très bientôt.